Bonjour à tous, on va commencer tout de suite pour ne pas perdre de temps. Donc, merci de votre participation à ce question d'argent sur les régimes matrimoniaux. Je suis Myriam Nicasse, je m'occupe de la communication d'Inextinso Métier du droit et d'Inextinso Patrimoine. En ce qui concerne l'organisation de cette émission, je vais d'abord présenter le groupe. Ensuite, nos intervenants se présenteront et présenteront leur activité et nous aborderons les questions. Nous avons sélectionné 23 questions parmi la quarantaine qui nous ont été posées. Nos intervenants vont répondre donc aux questions durant l'émission et les questions qui n'auront pas été traitées, ils vous recontacteront en direct ou par mail, par téléphone ou par mail pour y répondre. Si vous posez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Néanmoins, compte tenu du délai imparti, on peut ne pas être dans la possibilité d'y répondre, auquel cas nos intervenants y répondront également ultérieurement, soit par mail, soit par téléphone. Donc, je vais commencer la présentation du groupe Inextinso pour les personnes qui ne nous connaissent pas. Donc, Inextinso est le leader de l'expertise comptable et du conseil aux TPE et PME en France. Qui dit leader dit 7300 collaborateurs répartis dans 300 agences qui accompagnent au quotidien 170 000 clients pour un chiffre d'affaires de plus d'1,5 milliard d'euros. Inextinso a vocation à accompagner le dirigeant à 360 degrés, donc dans son métier historique, qui est l'expertise comptable et le juridique. En 2015, Inextinso renforce ses équipes juridiques par la création d'un réseau de cabinets d'avocats d'affaires pluridisciplinaires, Inextinso Avocat. Et en 2019, Inextinso veut renforcer l'accompagnement du dirigeant à la fois dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle avec la création d'Inextinso Patrimoine pour l'accompagner dans l'optimisation de sa stratégie patrimoniale. Donc là, je vais laisser la parole à nos intervenants, Claire-Léa Bocard et Pierre Lamant. Donc Claire-Léa, je te laisse la parole pour te présenter. Merci Myriam. Inextinso Patrimoine. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Claire-Léa Bocard, je suis manager du pôle d'ingénierie patrimoniale chez Inextinso Patrimoine. Donc nous accompagnons les clients, chefs d'entreprise principalement, mais aussi particuliers, dans la gestion globale de leur patrimoine. Alors ça couvre la transmission, la restructuration professionnelle, la préparation à la retraite, mais aussi les investissements financiers, immobiliers. Voilà, c'est une offre assez globale et on prend toujours en compte, bien évidemment, les objectifs personnels et professionnels de nos clients. Parfait. Bonjour à tous, Pierre Lamant, moi je suis directeur juridique au sein de Inextinso sur la région sud-ouest, plus exactement sur Bordeaux. J'interviens sur tous les sujets juridiques en droit des sociétés principalement et droit des affaires et notamment dans toutes les questions de structuration de patrimoine à la fois professionnel et personnel, que ce soit par le biais de sociétés ou de contrats un peu spécifiques, et puis notamment sur tous les aspects matrimoniaux et successoraux. Parfait. Donc, on va passer à la première question. Alors, quand et avec quel conseil faut-il se préoccuper de son régime matrimonial? Là, c'est clair, Léa, je pense. Exactement, je vais commencer. Donc, quand est-ce qu'il faut s'en préoccuper? Bien évidemment, c'est avant le mariage, c'est le moment idéal, avant de se marier. Qu'est-ce qu'on veut faire? Si on ne fait pas de contrat de mariage, forcément, on est soumis au régime de la communauté réduite aux acquis. Sinon, voilà, faut faire un contrat chez le notaire. Après, il y a d'autres moments où on peut décider de changer son régime matrimonial, parce qu'on peut changer à tout moment. Ça peut être, par exemple, voilà, on s'est marié sous un régime, on était jeunes, ensuite je crée une entreprise ou je reprends une entreprise, là peut-être qu'il faut changer de régime, c'est peut-être un moment où il faut se poser la question. Voilà, les enfants naissent, c'est pareil, on adopte ou alors on se retrouve dans une famille recomposée. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai un investissement immobilier à faire, c'est pareil. Ça peut être l'occasion de se dire, est-ce que le régime est toujours adapté? Voilà, ça peut être au moment du départ à la retraite aussi. Voilà, maintenant que je suis à la retraite, j'ai plus de risques professionnels. Est-ce que je change de régime? Est-ce que je reste dans le régime que j'ai choisi au départ? Voilà, c'est pour dire qu'il y a pas de bon ou de mauvais moment, mais en tout cas, il y a plein de situations où il faut se poser la question et il ne faut pas se dire qu'on est figé, que le régime matrimonial est figé, il peut évoluer dans le temps. Ensuite, au niveau du conseil qui va vous conseiller au mieux, si je peux dire, donc forcément, on est obligé de passer par un notaire pour changer de régime matrimonial. C'est lui qui va faire l'acte.
Après, ce qui est important, c'est quand on change de régime matrimonial, quand on choisit au départ, c'est de prendre en considération tous vos objectifs et vos différentes situations, que ce soit votre situation familiale, professionnelle, personnelle, patrimoniale. Et pour ça, il faut avoir une vision globale. Donc c'est sûr que là, je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est sûr que de faire appel à un gestionnaire de patrimoine qui, lui, a la vision complète, la vision globale, c'est le plus adapté parce que lui pourra vous conseiller au mieux. Après, il y a des notaires qui ont la vision tout aussi globale ça fonctionne tout aussi bien. Mais voilà, ce qui est important, c'est voilà, il ne faut pas regarder uniquement le professionnel, pas uniquement le personnel. Il faut regarder tout dans son ensemble parce que tout peut avoir un impact. Voilà. Merci Claire-Léa. Question suivante. Quel est le montant des droits de succession pour un couple marié et un couple non pacsé? Alors, pour les couples mariés ou pacsés, c'est la même chose d'ailleurs, le conjoint ou le partenaire de Pacs survivant n'a pas de droit de succession. C'est-à-dire que là, il est totalement exonéré. A contrario, un couple qui n'est pas pacsé, donc des concubins, l'héritier, qui est le concubin, ne va bénéficier d'aucun avantage fiscal. Il va avoir un abattement de 1 594 € sur la succession et après, il va être imposé au taux le plus élevé, qui est de 60%. Donc, c'est sûr que si on veut protéger, si on veut optimiser sa transmission, le mariage ou le Pacs, quand même, est préférable. Question 3. Aujourd'hui pacsé, quels sont les différents régimes en cas de mariage? Ça, c'est peut-être plus Pierre. Alors effectivement, le mariage en soi, il est prévu par le Code civil qui prévoit finalement un ensemble de textes qui sont applicables à tous, qui prévoit par principe ce qu'on appelle un régime légal qui s'applique à défaut d'option faite par les deux époux au moment de leur mariage, ou comme l'a dit Claire-Léa, y compris a posteriori du mariage, on peut changer de régime. Mais par défaut, on a un régime légal aujourd'hui qui, depuis 1966, est le régime dit de la communauté réduite aux acquêts. Ce régime, en pratique, il revient à considérer qu'on a un patrimoine pour les deux époux qui préexiste avant leur mariage, qui reste ce qu'on appelle des biens propres. Et puis, il y a une deuxième partie de patrimoine qui va se constituer à compter de l'union, du mariage, qui va être un patrimoine commun pour l'essentiel, d'où la notion de régime de communauté, mais cette communauté est réduite aux acquêts, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre tous les biens qui rentrent dans le patrimoine dans la communauté, c'est-à-dire tout ce qui est acquis après le mariage va rentrer par principe dans la communauté, à condition que ce ne soit pas un certain nombre de biens particuliers qui soient obtenus, par exemple, dans le cadre d'un héritage, ou qui soient finalement des réinvestissements de biens propres que l'on avait avant le mariage. Donc cette communauté, encore une fois, elle est réduite aux acquêts. Ce qu'on appelle les acquêts sont donc bien les biens qui sont acquis au cours du mariage, moyennant finance principalement. Et puis en marge de ce régime légal, on a des régimes qui sont conventionnels, c'est-à-dire ce sont des contrats qui peuvent être choisis par les époux tout au long de leur union ou préalablement au mariage. Les plus classiques, je dirais, c'est le principe de la séparation de biens. L'idée, c'est de dire qu'on est unis sur le plan civil, mais au plan patrimonial, on va conserver une indépendance de patrimoine. Chacun va avoir des patrimoines séparés. Donc il n'y aura pas de question de communauté, avec des petites particularités qu'on verra notamment tout à l'heure avec Claire-Léa sur la possibilité des fois d'avoir des indivisions si on ne gère pas trop bien sa séparation de patrimoine. Il y a le principe de la participation aux acquêts, qui est un régime un petit peu hybride entre les deux précédents qu'on vient de voir, puisqu'en fait l'idée c'est que la participation aux acquêts, finalement pendant toute la vie commune, on va se comporter comme si on était en séparation de biens, et au jour du dénouement du couple, de l'union, on va reconstituer finalement une sorte d'historique de communauté. Donc c'est comme si on passait en fait de la séparation de biens à la communauté, même pas réduite aux acquêts, parce qu'il y a des règles de calcul, on reviendra tout à l'heure sur un exemple un peu plus complexe. Et puis il y a ce qu'on appelle la communauté universelle. Alors là c'est la version full, je dirais, de la communauté, puisque là l'idée ça va être de faire rentrer la totalité des patrimoines des deux époux, y compris des biens qui étaient des biens propres, dans un principe de communauté. Donc là il n'y a plus de communauté réduite, elle est complètement élargie. Et puis on l'a dit avec Claire-Léa, on peut naviguer aussi d'un régime à l'autre aussi en fonction des besoins patrimoniaux et de l'évolution du foyer et de son patrimoine.
Parfait, merci Pierre. Question suivante. Quelles sont les conditions de transmission de l'entreprise en usufruit aux conjoints survivants et en nue propriété aux enfants d'un premier mariage? Donc ça, c'est peut-être plus Clélia. Exactement, je vais prendre la question. Déjà, je vais déjà expliquer les notions, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas la différence entre usufruit et nue propriété. En fait, il y a un bien, on peut faire ce qu'on appelle le démembrer. Et à ce moment-là, on distingue l'usufruit, qui est le droit d'utiliser le bien, qui est le droit d'en percevoir les revenus, et on le distingue de la nue propriété, qui est le fait d'en être propriétaire sur le long terme. Voilà. C'est très schématique, hein, parce on manque de temps aujourd'hui. Dans le cas d'un démembrement de propriété, ce qu'on appelle viager, à la fin du démembrement, la nue propriété rejoint l'usufruit, l'usufruit, pardon, s'éteint et rejoint la nue propriété sans frais supplémentaires. Donc c'est un bon outil dans le cadre des transmissions. Donc là, dans la question, on voit qu'il y a des enfants d'un premier mariage, donc famille recomposée. Qui dit famille recomposée veut dire qu'au décès, le conjoint survivant n'aura le choix que de prendre un quart de la pleine propriété du patrimoine qui fera partie de la succession. Donc c'est assez limité, du coup on le voit bien, un quart en pleine propriété, et là il n'y a pas de question de démembrement. Si on veut déjà ouvrir le champ des possibles, on va faire ce qu'on appelle une donation au dernier vivant. Donc là, on augmente les options pour le conjoint survivant. Et dans ces possibilités-là, on trouve notamment le choix de prendre 100% en usufruit. C'est-à-dire que là, forcément, le conjoint, il a 100% de tous les biens en usufruit. On a aussi deux autres options qu'on peut mettre dans une donation au dernier vivant. C'est le conjoint survivant peut aussi choisir de prendre la totalité de la quotité disponible en pleine propriété. Pareil, une nouvelle notion, quotité disponible, qu'est-ce que c'est? Si vous avez des enfants, les enfants sont héritiers, ce qu'on appelle réservataires. C'est-à-dire qu'ils ont une part dans la succession qui leur est due de manière obligatoire. Si vous avez un enfant, cette part, c'est la moitié. L'enfant doit percevoir la moitié de la succession, et du coup, il y a l'autre moitié qui est ce qu'on appelle la quotité disponible, que là, vous pouvez léguer du coup à votre conjoint. Si vous avez deux enfants, là, on part sur 2 tiers pour les héritiers réservataires, pour les enfants, et 1 tiers de quotité disponible, et 3 enfants et plus, on est sur 3 quarts pour les enfants et 1 quart de quotité disponible. Voilà. Troisième option de la donation au dernier vivant, c'est que là, on fait un mix entre les deux premières options. C'est 1 quart en pleine propriété plus 3 quarts en usufruit, ce qui peut être plutôt intéressant en fonction des biens qu'on a dans notre succession. Donc, si j'en reviens au cas précis, donc il y a possibilité, si vous faites une donation au dernier vivant, à votre décès, du coup, le conjoint survivant pourra choisir potentiellement 100% de la succession en usufruit, ce qui fait qu'il aura l'usufruit sur l'entreprise. Si vous voulez anticiper tout ça, vous pouvez dire, aujourd'hui, je vais faire une donation. Je vais donner la nue propriété de mes parts à mes enfants. Je vais en conserver l'usufruit, comme ça, moi, j'en garde l'usage, j'en garde les revenus, c'est moi qui vais percevoir les dividendes, c'est moi qui ai la main dessus. Et je vais prévoir un usufruit successif à mon conjoint survivant. Ce qui fait que je décède. Donc, j'ai donné la nue propriété à mes enfants, je décède. C'est mon conjoint survivant qui va récupérer l'usufruit en attendant, qui va récupérer l'usufruit, et c'est uniquement à son décès à lui que les enfants vont récupérer la pleine propriété des titres de la société. Donc c'est un bon compromis. Par contre, très important, je pense que sûrement Pierre en parlera plus tard, mais quand on fait du démembrement sur des titres de société, attention à bien adapter les statuts, à prévoir des clauses spécifiques, parce que si on ne fait rien, souvent les statuts classiques ne prévoient pas ces clauses-là, et donc il faut quand même bien aborder les choses pour faire en sorte que l'usufruitier reste principal décisionnaire, etc. Enfin voilà, il y a des choses quand même à adapter, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi, sinon ça risque de conflit, risque de mésentente à la sortie, voilà. Donc un peu voilà ce qu'on peut faire pour démembrer les titres d'une société. Très bien, question suivante. N'hésitez pas à compléter, hein, Pierre, si j'ai besoin. Donc ça, c'est pour Pierre. Actuellement marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquets, quelles seraient les conséquences s'il arrivait un accident à l'un de nous deux? Alors, effectivement, le principe de la communauté, Claire Léa l'a évoqué, prévoit que en cas de fin du régime de communauté par le décès d'un des deux époux, il y a une transmission qui est prévue par le droit des successions, par le code civil, là encore, qui prévoit ce que Claire et Léa a appelé notamment des héritiers réservataires. Donc il y a des règles qui sont fixées en fait par le code civil qui vont
varier aussi sur les quotités qui vont être reversés aux différents héritiers qui sont prévus par la loi, qu'on appelle les héritiers réservataires ou présomptifs, c'est-à-dire ceux qui sont déterminés par principe comme étant les héritiers d'une personne qui décède. Eh bien, en cas de communauté réduite aux acquets, les règles de transmission sont fixées en fonction de la composition du foyer, de la présence ou non d'enfants. Léa l'a évoqué rapidement, et puis de la structuration aussi de la vie qu'on a pu avoir. C'est-à-dire qu'il peut arriver très régulièrement aujourd'hui qu'on ait des foyers recomposés, qu'il y ait eu des premières unions, et forcément le droit civil gère différemment la succession d'une personne qui décède en communauté selon qu'elle a ou non des enfants, selon qu'elle a eu ou non des enfants ce qu'on appelle de façon pas très jolie, d'un premier lit, en fait, d'une première union, c'est-à-dire d'une personne avec une personne autre que celle avec laquelle elle est au jour de son décès dans le régime de communauté. Et donc en fait on a des volumes qui sont réservés à chacun des héritiers en fonction, voilà, de la composition du patrimoine. Donc Claire Léa l'a évoqué, il y a des questions de quart en pleine propriété, de totalité en usufruit par exemple, quand on a des enfants qui sont issus uniquement du foyer. En présence d'enfants d'une première union, les règles sont un petit peu différentes. On va pouvoir aller chercher le quart en pleine propriété, et ainsi de suite. Donc en réalité, dans la question qui est posée, s'il arrive un accident à un des deux, ben en fait, déjà, il faut déterminer malheureusement à qui arrive l'accident, puisque je l'ai dit tout à l'heure, dans la communauté, il y a plusieurs patrimoines en réalité. Il y a le patrimoine commun du couple, et puis il y a les patrimoines propres de chacun des deux. Donc imaginez que celui qui malheureusement décède dans le cadre de la communauté et à la fois une partie de biens dans la communauté, puisqu'il y a des biens acquis depuis le mariage, et qu'il ait un patrimoine important qu'il avait avant le mariage et qui ne rentre pas pour le coup dans la communauté, on aura des conséquences qui vont être complètement différentes pour le conjoint survivant et pour les héritiers, enfants ou donataires ou d'autres. Et puis il y a aussi la possibilité, outre le régime de communauté, d'avoir prévu, ce que Claire Léa a évoqué tout à l'heure, par exemple, de faire des donations aux derniers vivants, c'est-à-dire de pré-transmettre en fait, soit au conjoint, soit à des personnes qu'on aura désignées. Ça peut être dans le cadre d'un legs, ça peut être dans le cadre d'une donation particulière, une donation partage aux enfants. On a pu anticiper aussi la façon dont on va transmettre ces biens en cas de décès. Et puis, on a aussi des mécaniques, on rentrera peut-être pas aujourd'hui, mais notamment des outils type assurance vie ou autres qui permettent aussi des fois de transmettre un certain nombre de biens à des personnes désignées qui sont pas forcément les héritiers réservataires aussi. Donc en fait tous ces éléments-là, on doit en tenir compte au moment de l'accident. Alors j'ai supposé que c'était un accident malheureusement un peu fatal, hein, parce que si c'est un accident où on se casse juste une jambe, vous vous doutez bien qu'il se passe pas grand-chose à l'arrivée. Logiquement, on s'en relève, mais enfin, là, si on parle d'un décès d'un des deux époux, effectivement, vous voyez, il y a énormément de paramètres qui viennent compléter les éléments qui sont prévus par le Code civil, justement, pour une transmission qui pourrait être relativement simple, où on dit, finalement, si tout est en communauté, pour répondre à la question, finalement, le conjoint survivant, il va avoir une option et déterminer s'il prend le quart en pleine propriété sur la communauté ou la totalité en usufruit, et puis on ne se pose pas trop d'autres questions. Et puis après, il y a tous les cas qu'on vient d'évoquer un petit peu rapidement, où on a justement préparé sa transmission, justement pour parer ces questions de décès et optimiser la transmission du patrimoine dans ce cas-là. Très bien. Question suivante. Associé unique dans mon entreprise, marié sans contrat de mariage, que se passe-t-il en cas de séparation avec mon épouse? Dois-je partager la trésorerie? A-t-elle les mêmes droits qu'un associé? Ça, c'est pour Pierre. Alors vous voyez, là, c'est en fait la continuité de la question précédente, parce qu'en réalité, là, on rajoute même un petit étage à la fusée, c'est-à-dire que là, je vous ai fait un propos qui est, je dirais, ce qu'on appelle très civiliste, c'est-à-dire je regarde uniquement le patrimoine de la personne en tant que personne civile, mais là, on rajoute un sujet qui est complémentaire, qui est que je détiens une entreprise, alors qui peut être une entreprise individuelle ou une société, et dans ce même régime de communauté, qu'est-ce qui va se passer
à la fois pour cette entreprise, mais aussi pour mon conjoint. Alors là, on n'est pas dans le cadre de la disparition, mais finalement, le sujet pourrait être un petit peu le même aussi, hein, on pourrait avoir cette même problématique. Mais là, la question, c'est on décide finalement de rompre le contrat et de se séparer. On rompt l'union qu'on avait dans le mariage. Ben, j'aurais tendance à dire que là encore, il va falloir faire attention à la nature même de cette entreprise et sur sa propriété. C'est-à-dire que on peut être associé unique dans une entreprise que l'on avait constituée avant le mariage et qui constitue par exemple un bien propre. Donc c'est pas parce que j'ai une entreprise au jour de mon décès que forcément elle rentre dans la communauté parce que je suis en communauté. Si c'est un bien que j'avais constitué, cette entreprise, j'avais commencé à l'exploiter avant mon mariage, ou même si c'était une société, bah, la réalité c'est que ça reste un bien propre. Donc le conjoint en cas de séparation n'a en réalité pas forcément de droit sur l'entreprise en elle-même. En tout cas, si c'est une société, il n'aura pas nécessairement les mêmes droits qu'un associé. Bon, la deuxième question qui est de savoir si je dois partager ma trésorerie, là en réalité elle est un peu plus complexe parce que en réalité dans une entreprise il y a à la fois la trésorerie qui est nécessaire à l'entreprise et qui est liée je dirais à l'exploitation courante et puis ben, il y a le surplus de cash que des fois on peut être amené à laisser dans l'entreprise qui peut malgré tout, constituer un bien commun, parce qu'il faut bien avoir en tête que dans le régime de communauté, c'est-à-dire quand on se marie sans contrat de mariage, les flux financiers qui sont liés aux activités professionnelles de chacun sont des biens communs. C'est-à-dire que ces revenus qui sont appréhendés par les époux pendant la communauté ont vocation justement à permettre à la communauté de vivre, c'est-à-dire de payer les charges qu'on a en commun. Donc imaginez que j'ai une entreprise dans laquelle je fais sciemment bloquer l'intégralité de mes revenus parce que je ne les prélève pas ou je les laisse sur des comptes mais alors qu'ils ont été fiscalisés par exemple sur le foyer, ben, en réalité le conjoint il aura quand même des droits en partie sur la trésorerie, quand bien même il n'aurait pas forcément de droits sur la valeur de l'entreprise. Ça, c'est le cas où cette entreprise, c'est un bien qui est propre à la personne qui l'exploite, mais on peut aussi avoir l'autre cas où cette entreprise, elle a été créée après la communauté. Et là, dans le cadre où elle est créée après la communauté, ben, là, on a un vrai sujet pour ces entreprises qui sont gérées par un des deux époux pour le compte de la communauté en réalité. Et donc, c'est là où on différencie ce que nous, on appelle le titre et la finance, c'est-à-dire qu'on va isoler si c'est une société par exemple, le fait d'être associé va être dédié à celui qui s'est juridiquement constitué comme associé, c'est-à-dire qui a signé les statuts, qui se présente réellement juridiquement comme l'associé ou dirigeant de l'entreprise. Et puis la finance, qui est la valeur de cette entreprise, qui restera, quoi qu'il en soit, un bien commun. C'est-à-dire que si j'ai par exemple constitué, je ne sais pas, une SARL à associé unique après m'être marié en communauté, j'ai madame qui est associée unique de cette société, bah, si les apports ont été faits avec des biens communs, cette SARL à associé unique, bah, c'est madame qui en est l'associé unique, il y a qu'elle qui peut décider juridiquement au quotidien dans l'entreprise, alors avec quelques petits ajustements textuels, hein, mais par contre, dans le cadre de la séparation, il est bien clair que si on devait acter une convention de divorce, on prendrait la valeur de l'entreprise et chacun des époux a droit à la moitié de la valeur. Et en réalité, c'est pas simplement la trésorerie, c'est la valeur de l'entreprise. C'est-à-dire sa valeur actualisée au moment de la séparation, c'est le fonds de commerce, les stocks, la trésorerie, déduction faite des dettes. Donc c'est pas simplement la trésorerie. Donc vous voyez, suivant les cas, effectivement, il faut bien considérer que la communauté, suivant comment elle est manipulée en cas de présence d'une entreprise, elle a des conséquences en cas de séparation qui peuvent être assez complexes parce qu'on n'a pas forcément justement la trésorerie pour indemniser le conjoint. Ok, question suivante. Comment protéger son conjoint sous le régime de la communauté réduite aux acquis, Claire Léa? Alors, la communauté réduite aux acquis, c'est déjà un régime qui est assez protecteur. Mais on peut renforcer encore cette protection si on veut aller plus loin. Un des premiers outils, je l'ai déjà évoqué, c'est la donation au dernier vivant. C'est-à-dire que
En cas de famille avec uniquement des enfants communs, le conjoint au décès a deux choix. Soit il prend 100% d'usufruit, soit il prend un quart en pleine propriété de ce qui compose la succession. Avec la donation au dernier vivant, on augmente le champ des possibles, on a plus d'options, ou on prend la totalité en pleine propriété de la quantité disponible, ou on fait un petit mélange, un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit. Voilà. Donc ça, c'est premier outil pour protéger de manière supplémentaire. Ça permet de laisser au conjoint survivant plus de choix. Ensuite, on peut faire ce qu'on appelle une clause de préciput, c'est-à-dire qu'on peut laisser la possibilité au conjoint survivant de prélever un ou plusieurs biens. Alors souvent, on va parler de la résidence principale. Et comme ça, voilà, le conjoint va le prélever ce bien-là avant le partage du reste de ce qui va composer le patrimoine. Donc c'est avantageux, ça permet au conjoint d'être sûr que voilà, ce bien-là, il peut le récupérer. On a aussi la clause d'attribution intégrale de la communauté. C'est-à-dire que, Pierre l'a bien expliqué, la communauté Héréditosake, vous avez les biens propres et vous avez la poche commune. Et bien cette poche commune, on peut dire, à mon décès, je veux que 100% de la pleine propriété de cette communauté aille à mon conjoint survivant. Donc, le problème, entre guillemets, de cet outil-là, ça protège bien le conjoint. Après, fiscalement, c'est pas forcément avantageux s'il y a des enfants, parce que du coup, les enfants n'héritent du patrimoine qu'au second décès. Du coup, je profite de ce moment-là pour expliquer ce point-là. Les enfants, au décès, bénéficient de 100 000 euros d'abattement par parent et par enfant. Donc, c'est-à-dire qu'au premier décès, ils ont 100 000 euros avec leurs premiers parents, et au second décès, ils ont de nouveau 100 000 euros d'abattement sur l'assiette qui sera après imposée au droit de succession. Ils ont de nouveau 100 000 euros au second décès. Si on a une clause d'attribution intégrale de la communauté, les enfants ne pourront pas bénéficier de cet abattement de 100 000 euros au premier décès dans le cadre de cette poche communautaire qu'on va transmettre automatiquement au conjoint. C'est uniquement au second décès où là, ils pourront du coup utiliser une fois l'abattement de 100 000 euros. Donc voilà, fiscalement, en tout cas, on peut perdre cet avantage fiscal avec cette clause d'attribution intégrale de la communauté, mais ça reste très protecteur pour le conjoint. Autre outil, le testament, c'est-à-dire qu'on peut léguer certains biens spécifiques, on peut prévoir dès maintenant le partage en amont, comme ça évite tout souci au moment de la succession. Voilà, le testament, vous régissez tout, vous décidez tout, et au moins c'est fait. On peut aussi prévoir ce qu'on appelle le cantonnement, c'est-à-dire que là, le conjoint survivant, il va pouvoir dire moi je veux une seule partie, je veux prendre ça et pas le reste. Voilà, par exemple, je veux l'usufruit de la maison parce que c'est important. Par contre, je laisse l'usufruit du compte titre parce que ça, je laisse pour mes enfants, comme ça, ils ont des liquidités. Voilà, donc ça c'est le cantonnement. Après, il y a la clause de prélèvement moyennant indemnité. Donc ça, c'est par exemple, dans la succession, il y a la résidence principale, encore une fois, c'est un bon exemple, parce que c'est assez parlant. Et ben moi, conjoint survivant, je veux le récupérer en pleine propriété, je veux pas qu'il y ait de démembrement, je veux être sûr de l'avoir, mais malheureusement, la valeur, ça représente plus que la quantité disponible. C'est-à-dire que si je la prends, mes enfants, ils n'auront pas leur part réservataire. Et bien à ce moment-là, on peut prévoir du coup cette clause où moi, je vais les dédommager. Je vais leur donner une soulte pour faire en sorte qu'eux ne soient pas lésés. Ils ont bien leur part réservataire, mais moi, j'ai bien la résidence principale que je veux en pleine propriété. Voilà. Donc, c'est un bon outil. Ça évite l'indivision sur des biens qui sont sensibles, qui sont importants. Donc, ça peut être la résidence principale, ça peut être une entreprise aussi. Donc, ça, c'est une clause auquel il faut bien penser. Après, attention, dans beaucoup de ces outils, c'est ce qu'on appelle des avantages matrimoniaux. Ça peut être contesté par des actions de la part des enfants si on porte atteinte à la part réservataire. Donc, attention à bien respecter les quotas, les bonnes proportions. Dernier outil, Pierre l'a dit, mais très rapidement, mais je pense que c'est un outil qui est très avantageux, donc c'est l'assurance vie, parce que là, elle en soi, peu importe le régime, on l'a dit, vous êtes limité, les enfants ont une part réservataire, donc ils sont obligés d'avoir une poche plus importante. Si vous voulez donner plus à votre conjoint, parce que vous estimez que vous avez besoin de le protéger, l'assurance vie est très avantageuse dans ce cadre-là, parce que ça vous permet de transmettre des liquidités qui sont hors succession, en tout cas pour ce que vous avez versé sur ces contrats-là avant vos 70 ans. Donc c'est un très bon outil si on veut protéger encore plus son conjoint en fonction de son patrimoine. On optimise fiscalement et en plus on protège d'autant plus si on veut encore une fois bien protéger le conjoint. C'est une bonne possibilité. Je crois que j'y reviendrai dans une question ultérieure, mais voilà, sur l'assurance vie, on peut vraiment s'en servir, notamment au niveau des clauses bénéficiaires, pour que ça soit en plus protecteur et pour le conjoint et aussi pour les enfants. Donc
voilà, c'est un très bon outil l'assurance vie aussi en plus de ce que j'ai déjà évoqué jusqu'à présent. Ok, il nous reste une demi-heure. Question suivante. Nous sommes mariés sous le régime de la communauté des biens depuis 91. Faut-il faire un acte de don au conjoint survivant? Pour Pierre. Alors, on l'a dit, hein, depuis Mm. 66, le régime de communauté, c'est la communauté réduite aux acquets. Donc, encore une fois, on a ce régime qui est fixé par la loi, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, on a la possibilité d'adjoindre par convention, ce qu'on appelle des dons, des donations aux conjoints survivants. En fait, c'est de venir compléter la part qui est prévue par le Code civil en donnant spécifiquement aux conjoints survivants des biens au-delà de ce qu'il aurait pu récupérer dans le cadre de la stricte application de la loi. Donc, faut-il le faire ou non? Je dirais que c'est assez difficile de vous répondre comme ça sur le papier, parce qu'en réalité, et avec Léa, on est d'accord sur le sujet, sur toutes les questions que vous pouvez nous avoir posées, elles supposent finalement de regarder au cas par cas, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, de faire un don au conjoint survivant dans une communauté, oui, pourquoi pas, mais à condition qu'on détermine l'avantage à en tirer. C'est-à-dire qu'encore une fois, si je suis dans une communauté avec des enfants qui sont issus du couple uniquement, finalement, la loi me permet déjà de prendre le quart en pleine propriété. Donc, ou la totalité en usufruit. Donc le seul intérêt de faire une donation au conjoint survivant, ça va être de dépasser ces quotes-parts qui sont prévus par la loi, donc qui peuvent, malgré tout, il faut y faire attention, parce que Claire Léa l'a évoqué, porter atteinte aux héritiers réservataires. Donc on peut toujours écrire quelque chose qui porte atteinte à des personnes qui sont prévues comme étant les successeurs dans le Code civil. Par contre, il faut avoir conscience que, suivant ce que l'on écrit, que ça soit dans une donation au dernier vivant, dans un testament, dans un legs, quoi que ce soit qu'on puisse être amené à écrire, le dénouement finalement se fera hors notre présence. Donc ça, malheureusement, il faut en avoir conscience, c'est-à-dire qu'on peut écrire un testament, écrire ce que l'on souhaite. La réalisation de ce qui va en découler juridiquement va dépendre en fait à la fois du conjoint survivant et des héritiers, c'est-à-dire est-ce que les héritiers vont demander à faire appliquer par exemple leur part réservataire et faire annuler par exemple une partie de don ou d'un testament ou d'un legs qui dépasserait ce qu'on pouvait utiliser en tant que donateur. Donc on peut toujours le faire, mais il faut être extrêmement vigilant à ce que l'on va mettre dans ce don au conjoint survivant. Est-ce que ce sont des biens immobiliers? Est-ce que c'est de la pleine propriété, de l'usufruit, comme on évoquait tout à l'heure? Est-ce que ce sont des sommes d'argent? Il y a des outils qui sont peut-être plus adaptés des fois que simplement la donation au dernier vivant. On l'a évoqué avec l'assurance vie, qui est un très bon outil qui permet justement de contourner, au niveau en tout cas de l'assurance, la notion de réserve. Donc il y a des choses qui peuvent être faites. Ça renvoie notamment à une question là qui était posée dans le chat, que je prends rapidement dedans, mais qui était de savoir si on pouvait par un testament transmettre un bien immobilier à un ascendant et plutôt qu'au conjoint survivant. Alors la question est bien qu'un peu surprenante, parce que ça revient finalement à priver le conjoint survivant d'une partie de ses droits sur le patrimoine, mais en réalité, on a le droit de le faire. La loi n'interdit pas de transmettre par testament un bien à une autre personne que celui qui est désigné par la loi. Encore une fois, la question est, est-ce que ce bien immobilier, par exemple, sert pour la vie du couple? Si ça vient à priver le conjoint survivant de son droit d'habitation sur la résidence principale, on va avoir des problématiques juridiques différentes. Si c'est un bien d'investissement, on va regarder quelle est la valeur de ce bien par rapport à l'ensemble du patrimoine. Et donc là, évidemment, si on dépasse la valeur du patrimoine qu'on pouvait transmettre à des personnes qui ne sont pas les héritiers réservataires qu'a défini Claire Léa tout à l'heure, en réalité, on peut l'écrire. On va faire un testament, mais ça sera quelque chose qui va tomber dans le vide, puisqu'en réalité, les héritiers pourraient très bien le contester au moment de l'ouverture du testament. Ok. Question suivante. Il nous reste 25 minutes. Nous sommes mariés sous un contrat de mariage en séparation de biens. En cas de décès, ma conjointe est-elle protégée? À la retraite, dois-je le conserver ou changer de contrat de mariage? Donc là, ça va être vous deux, je pense. Sur la première partie de la question, en réalité, vous voyez bien que je vais arriver malheureusement à la même conclusion que ce que je viens de dire sur la communauté réduite aux acquets, parce qu'en réalité,
qu'on soit en communauté ou en séparation de biens, la question de la protection du conjoint, encore une fois, elle dépend de la composition du patrimoine et de ce qu'on a mis en place. Là, savoir si au moment du décès d'un des conjoints, l'autre va rester protégé, qu'est-ce qu'on entend par protégé? Encore une fois, si c'est la résidence principale et que le bien immobilier n'est pas dans le patrimoine de la personne qui survit et qu'elle est dans le patrimoine de la personne décédée, on va devoir regarder à qui appartient dans la succession le bien. Alors, ça laisse perdurer le droit d'habitation, mais ça reste un droit temporaire. Donc, protéger, je dirais oui, si on parle du bien immobilier qui est la résidence principale. Maintenant, c'est pas le Graal de tout. Enfin, je pense que Claire est d'accord. Il y a plein d'autres champs à envisager dans la protection, parce que ça veut dire que peut-être qu'on va avoir la résidence, mais on n'aura pas forcément les moyens pour l'entretenir et la faire vivre, parce qu'on n'aura pas un flux de revenus qui permettrait, par exemple, d'y rester. Pour toi, Claire, la deuxième Exactement, question. oui. Parce que du coup, sur la question, c'est ce qu'on doit conserver ou ce qu'on doit changer le régime à la retraite. Alors, en soi, comme on le dit depuis le début, ça dépend des cas. Vous pouvez décider de rester en séparation de biens parce que ça vous va très bien, parce que ça fonctionne comme ça et il n'y a pas de raison d'en changer particulière. Ça vous protège toujours pareil, enfin pareil, dans une moindre mesure, mais voilà, ça peut matcher. Vous pouvez vous dire, je veux pas changer totalement de régime pour l'instant, mais pourquoi pas aménager? C'est-à-dire que je suis à la retraite, donc j'ai moins de risques professionnels. Pourquoi pas créer une poche de communauté, notamment pour mettre la résidence principale, comme ça au moins je suis sûr, voilà, j'améliore la protection en tout cas de mon conjoint. Je crée ce qu'on appelle une société d'acquet, donc je crée une poche communautaire dans mon régime de séparation de biens. Je peux y mettre par exemple ma résidence principale et j'y adjoins une clause de préciput que j'évoquais avant. Et à ce moment-là, le conjoint à mon décès est sûr de récupérer la résidence principale. Il n'y a pas de souci sur ce bien-là. Donc c'est une possibilité. Après, vous pouvez aussi décider de changer totalement pour un régime communautaire. Vous vous dites à la retraite, j'ai plus d'entreprise. Là, je veux protéger mon conjoint, c'est ce qui compte le plus. Je veux pas déshériter mes enfants, mais je veux protéger mon conjoint. Donc, je vais passer sous un régime communautaire, donc communauté réduite aux acquets ou communauté universelle avec les conséquences qui sont un peu différentes. Mais voilà, c'est une possibilité, mais il n'y a pas de réponse. C'est pas oui ou non, ça dépend. Voilà. Question suivante. Dans le cadre d'un régime sous la séparation de biens, le partage ayant été effectué et la séparation de corps jugée, quels sont les droits sur la succession du conjoint survivant alors qu'un testament a été prévu le privant de tout? Claire-Léa. Ouais, alors, c'est sûr que tant qu'on n'est pas divorcé, le conjoint survivant, il reste successible. C'est-à-dire il conserve les droits successoraux que la loi lui accorde en tant que conjoint survivant. Là où on peut lui enlever, c'est que si dans la convention de séparation de corps, vous avez rajouté une clause spécifique, c'est-à-dire que voilà, ça a été par consentement mutuel, pardon. La convention de séparation de corps a été prononcée par consentement mutuel. À ce moment-là, vous pouvez inclure dans cette convention une renonciation aux droits successoraux. Voilà, ça c'est une possibilité. Si ça, c'est pas prévu, vous pouvez faire un testament, mais ça sera moins efficace. Donc, attention, voilà, j'espère que dans la convention, vous avez bien prévu cette clause-là, que vous avez fait un testament en plus. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Après, c'est sûr que le plus sûr, c'est de divorcer au plus vite. Mais voilà, si vous avez mis cette clause, c'est bon, le conjoint n'est plus successible. Voilà. Okay. Question suivante. Nous sommes mariés sous le régime de la séparation de biens, entrepreneurs associés dans une société en voie de développement. Monsieur a 3 enfants, madame 2, aucun enfant en commun. Quels seraient vos conseils pour protéger au mieux nos enfants et notre entreprise? Alors sur le volet entreprise, si on peut commencer par ça, là de ce que je comprends, l'idée c'est en fait de dire on développe finalement une entreprise en commun sous la forme d'une société. Alors déjà il y a plein de formats de sociétés qui sont complètement différents. Suivant qu'on est dans une société par action, ça peut être des SAS, des sociétés anonymes ou des sociétés, je dirais un petit peu divisées en parts sociales, type SARL ou d'autres activités. On va avoir des régimes qui sont complètement différents au plan juridique, au regard du droit commercial. Là, la question qui est de se dire,
On s'est marié sous un régime de séparation de biens, c'est-à-dire qu'on a défini ensemble qu'on ne souhaitait pas appliquer le régime de la communauté, mais prendre un régime conventionnel. Ce régime conventionnel prévoit qu'on sépare nos patrimoines, et en réalité, au-delà de la séparation de ce patrimoine sur le plan civil, de ce que je comprends, l'idée c'est de se dire, au plan commercial, ou au plan de notre activité professionnelle, on va créer néanmoins quelque chose en commun. Donc, sur le principe, pourquoi pas? On peut tout à fait, à la fois sur le plan civil, avoir un raisonnement séparatiste, c'est-à-dire vouloir avoir des patrimoines séparés et avoir chacun un peu la valeur chez soi et le droit chez soi, et avoir une entreprise malgré tout en commun. Mais ce qui est important en réalité, puisque la question est de protéger l'entreprise plutôt que de protéger les entrepreneurs, c'est comment on conjugue le droit des sociétés, c'est-à-dire comment on va rédiger des statuts, un pacte d'associés, un ensemble de règles qui vont être la règle de vie de l'entreprise, en tenant compte du régime civil que l'on a choisi. C'est-à-dire qu'on ne rédige pas des statuts d'une société ou pour une activité quelle qu'elle soit, de la même façon si on a des associés qui sont sous séparation de biens ou sous régime de communauté. On ne les rédige pas du tout de la même façon si on a d'autres associés qui sont des tiers au foyer aussi. Donc en réalité, quand on a notamment des époux qui sont sous séparation de biens pour protéger l'entreprise, il faut avoir conscience que dans les statuts, il va falloir prévoir un ensemble de mécaniques qui anticipent justement ce que vous avez anticipé sur le plan civil dans le cadre de la séparation de biens, qui est de dire chacun reprendra ses billes et comment on le gère. Mais en réalité, il faudrait avoir exactement la même logique dans les statuts de la société pour anticiper les conséquences de la séparation professionnelle qui pourrait, ou non d'ailleurs, être concomitante à la fin de la séparation de biens. C'est-à-dire que ça nous arrive régulièrement qu'on ait des époux qui se séparent mais qui restent associés. Donc il n'y a pas de conjonction nécessairement entre les deux, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut anticiper dans les statuts ce sujet-là. Ok. Claire-Léa, peut-être pour compléter avec les enfants. Après, pour protéger les enfants, c'est sûr que donc famille recomposée, qui dit famille recomposée, c'est sûr que au décès, le conjoint survivant va récupérer un quart, pourra récupérer un quart sur les successions. Donc on a un risque de se retrouver, même au-delà de ça, dans tous les cas, s'ils sont à 50-50 sur l'entreprise, il y aura forcément du coup un système d'indivision sur l'entreprise. C'est peut-être pas ce qu'ils veulent, peut-être que c'est pas forcément protecteur pour les enfants. Donc, comme l'a dit Pierre, il faut anticiper. Il y a plusieurs choses. Donc, en effet, on peut déjà penser à la donation dernier des vivants pour ajouter des options pour le conjoint. Après, c'est pas forcément le plus adapté dans ce cas-là, ça dépend. Il faut regarder. Et après, on peut anticiper complètement en faisant des donations. C'est-à-dire que si on sait que parmi les enfants, il y en a qui potentiellement seront repreneurs. Alors après, c'est une société en voie de développement, donc je pense que c'est pas encore connu à l'avance, mais on peut dès maintenant se dire je vais donner aux enfants qui veulent reprendre, je vais donner d'autres biens aux autres. Comme ça, au moins, c'est carré, c'est clair, chacun reçoit sa part. Et comme ça, il n'y a pas de souci. Après, ça reste quand même, il reste un problème, c'est que si jamais il y a une mésentente entre les différents enfants et avec leur belle-mère ou avec leur beau-père, attention, parce que c'est sûr que se retrouver associé dans une entreprise avec des associés avec qui on ne s'entend pas forcément, ça peut être problématique. C'est pour ça que, comme l'a dit Pierre, il faut bien aborder les choses dans tous les cas dans les statuts. Il faut faire des pactes d'associés. Il faut vraiment bien aborder les choses pour que, en cas là où, si jamais ils se retrouvent tous dans l'entreprise parce que rien n'a été prévu, il faut que ça soit bien organisé en amont. Après, ce qu'on peut faire aussi pour protéger les enfants, donc on peut donner en démembrement, c'est-à-dire que chacun va donner ses propres parts en nue propriété à ses propres enfants. On peut prévoir, encore une fois, un usufruit successif, ce qui fait que tant que les deux conjoints, l'un ou l'autre sont vivants, c'est l'un ou l'autre ou les deux ensemble qui gèrent l'entreprise. À leur décès, après, c'est leurs enfants qui récupèrent la pleine propriété de la société. Donc ça, c'est une possibilité, c'est à anticiper aussi. Voilà, c'est des mécanismes qu'on a déjà évoqués, mais il faudrait pousser la chose un peu plus loin. Il faudrait qu'on sache vraiment les objectifs. Qu'est-ce que vous entendez par protéger? Est-ce que vous voulez transmettre, pas transmettre? Est-ce que l'idée, c'est qu'à la fin, la société, vous soyez sûr qu'elle soit vendue pour que les enfants ne se retrouvent pas ensemble? Il faudrait pousser le sujet un peu plus loin. C'est difficile de donner une réponse comme ça, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour protéger, que ce soit les enfants ou le conjoint ou l'entreprise, bien évidemment. Question suivante, il nous reste un quart d'heure. Quels sont les avantages et les inconvénients du contrat de participation aux acquets, Pierre?
Alors, la participation aux acquis, on l'a évoqué très rapidement au début, hein. C'est un principe, encore une fois, où on fonctionne sous un principe de séparation de biens, hein, grosso modo, pendant toute la vie du couple. Et puis au moment du dénouement du couple, on va fonctionner sous un système de communauté. En pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va comparer finalement deux patrimoines. Ce qu'on appelle un patrimoine originaire, qui est le patrimoine qui est pour chacun des deux époux à la date du mariage. Donc on ne va pas rentrer dans la mécanique, mais il y a tout un ensemble d'éléments qui vont permettre de quantifier et de mesurer précisément ce patrimoine. Et puis on va faire la même chose au jour, alors soit de la séparation, la rupture du contrat de participation en cas de divorce, hein, pour faire simple, ou dans le cadre d'une succession. Et donc là, à ce moment-là, on va comparer ces patrimoines justement avec le patrimoine tel qu'il existe pour chacun des deux membres du couple à la date de la fin du contrat. Et donc on va comparer les deux et finalement, l'idée c'est que s'il y a un enrichissement sur le patrimoine qui a été fait, ben finalement on va avoir une sorte de soult, ce qu'on appelle une créance de participation pour l'autre conjoint qui peut récupérer finalement une partie de cet enrichissement commun qui a été fait au profit d'un des deux époux plutôt qu'à l'autre. Donc l'avantage, je dirais, de ce contrat, typiquement c'est ça, c'est de se dire que pendant toute la période de fonctionnement du mariage, on est sous séparation de biens, donc c'est éventuellement un gros avantage, notamment pour des activités libérales, par exemple, ou des activités professionnelles qui sont à risque, parce que justement, on va isoler le patrimoine juridiquement des deux conjoints. C'est-à-dire qu'on va même au-delà de ce que nous permettent les différentes réformes, par exemple, sur les entreprises individuelles à aujourd'hui. On a une complète étanchéité de patrimoine avec cette mécanique-là. Mais sans avoir les contraintes de la séparation de biens, Claire Léa l'évoquait tout à l'heure, la séparation de biens, souvent elle est mal maîtrisée parce qu'en réalité, on se marie malgré tout, on a une vie commune dans la séparation de biens. Et donc forcément, on a, et c'est normal, la tentation ou la velléité d'acheter des choses en commun. Ce que Claire Léa a appelé tout à l'heure une forme de réserve où on peut constituer en fait des poches communautaires, ce qu'elle a appelé, mais c'est en réalité, c'est que on crée finalement une fausse communauté dans la séparation de biens. Et typiquement, on est sous le régime de l'indivision au plan juridique, alors avec quelques petits ajustements, hein, pour pas faire hurler Claire Léa, mais l'idée c'est ça, c'est qu'en réalité, vous êtes sous un régime qu'on n'a pas forcément bien choisi, puisqu'on se comporte pas en réalité en fonction du régime qui avait été choisi, souvent dans la séparation. Et donc le contrat de participation, il a justement cette vertu-là, qui est de dire, finalement, j'ai ce correctif qui pourra arriver en fin de vie commune. Et puis il y a un autre avantage qui est quand même particulièrement intéressant dans le cadre du décès, c'est que le conjoint survivant, en cas de contrat de participation aux acquets, finalement il a une option. C'est-à-dire qu'on va faire le même calcul, hein, on va comparer patrimoine originaire et patrimoine final, et puis en réalité sur la créance de participation, on va regarder le conjoint survivant, et c'est lui qui va déterminer s'il préfère prendre cette créance de participation, et donc finalement transformer le contrat de participation aux acquets en régime de communauté, pour le dénouer comme ça, ou finalement rester sur son régime de séparation de biens et ne pas faire l'utilisation, parce que peut-être qu'entre-temps, on a fait justement des donations aux derniers vivants, on a fait des actes complémentaires qui lui sont plus favorables que simplement demander la créance de participation. Donc ça, cette option qui permet au conjoint survivant finalement, dans le cadre du contrat de participation, c'est un vrai avantage pour le coup en cas de dénouement du contrat, parce que ça lui ouvre un champ des possibles beaucoup plus large. Ok. Question 13, il nous reste 10 minutes. En tant que couple pacsé, comment transmettre notre patrimoine? Quels sont les actes à produire chez le notaire et quels sont nos droits, Claire Léa? Alors, je vais essayer d'aller très très vite. Donc, un couple pacsé qui n'aurait pas fait de testament, du coup, le partenaire de Pacs survivant n'est pas considéré comme héritier par la loi. C'est-à-dire qu'il n'hérite de rien. C'est-à-dire que lui ne va pas hériter, ce sont les autres héritiers légaux, selon l'ordre de priorité, qui vont hériter, donc, soit les enfants et leurs descendants. À défaut, ce sera les parents, les frères et sœurs, et à défaut, ce sera les autres ascendants et les collatéraux. Donc, sans testament, c'est un peu compliqué.
Le partenaire de Pacs, même sans testament, conserve quand même toujours les droits sur le logement commun. Donc, on va pas lui demander de partir, de quitter la résidence principale. S'ils sont locataires, le bail il est automatiquement transféré au partenaire de Pacs survivant. Voilà, il y a quand même un petit peu de protection, mais c'est pas forcément suffisant. Et s'il y a des biens qui sont détenus en indivision, s'il n'y a pas de testament, si rien n'est prévu, du coup, potentiellement, le partenaire de Pacs survivant va se retrouver en indivision avec les héritiers. Si c'est les enfants, c'est une chose. Si c'est les parents, c'est autre chose. Donc voilà. Un des premiers actes à faire quand on se paxe, si on veut protéger son conjoint, c'est le testament. Parce qu'on crée le testament, ça protège. Le partenaire, il devient légataire, donc il est désigné par testament. On peut lui léguer dans la limite de la quantité disponible toujours. Mais voilà. Et avec toujours la fiscalité avantageuse, le partenaire est héritier et en plus, il ne paye pas le droit de succession. Donc c'est très avantageux. Voilà, donc les actes à faire chez le notaire, le testament. Il y a aussi la convention de Pacs, c'est-à-dire que le régime dans le Pacs, il y a aussi deux régimes différents. Le régime de base, c'est la séparation de biens. Chacun reste propriétaire de ses biens, qu'il accapare dans le Pacs. Voilà, c'est un peu comme une séparation de biens pour les personnes mariées. Sinon, on peut choisir le régime de l'indivision. C'est une option, c'est-à-dire que tout ce que vous allez acheter pendant le Pacs, ensemble ou séparément, on va réputer qu'ils appartiennent pour moitié à l'un et à l'autre. Donc ça peut offrir ça une petite protection supplémentaire. On garantit que, voilà, par exemple, si dans le couple, il y en a un qui gagne un peu plus, qui a plus les moyens d'investir, et ben malgré tout, il en fait bénéficier son partenaire de Pacs. Donc c'est bien d'y penser, en plus du testament, de bien organiser aussi sa convention de Pacs. Après, outils complémentaires pour transmettre, bien évidemment l'assurance vie, ne pas oublier, mais ça, je crois que ça concerne tout le monde. L'assurance vie fiscalement, c'est très avantageux, donc bien y penser. J'ai trois points à faire attention. Partenaire de Pacs, pas de pension de réversion, contrairement au mariage. Donc, au niveau de la protection, il faut bien penser qu'à votre décès, votre partenaire de Pacs n'aura pas de revenus complémentaires. Voilà, donc petite attention, il faut prévoir, du coup, anticiper et prévoir d'autres manières de transmettre des liquidités. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un droit de retour des parents. Mais ça, c'est partout. Mais si jamais le défunt, si vous décédez, vous n'avez pas d'enfant, voilà, vous êtes pacsé, vous n'avez pas d'enfant. Si le défunt avait reçu je sais pas, par exemple, une voiture de collection de la part de ses parents peuvent dire, moi, je veux que ça revienne dans notre famille, donc je le prends. Ça prime sur le testament. Même si dans le testament, vous avez dit, je veux que mon partenaire de Pacs récupère 100% de patrimoine parce qu'on n'a pas d'enfant, il y a ce droit de retour des parents pour ce qui a été donné par les parents. Voilà, donc attention aussi. Dernier point d'attention, un testament, c'est un acte unilatéral qui peut être modifié ou révoqué à tout moment sans avoir besoin d'en informer son partenaire de Pacs. Donc, le testament, c'est une protection qui dépend de la volonté de chacun, en fait, que ce soit au moment du Pacs jusqu'au décès. Donc voilà, bien en avoir conscience que n'importe qui peut n'importe qui. L'un ou l'autre peut le révoquer à tout moment sans en informer l'autre. Voilà. Ça marche. Question 14. Nous avons 70 ans et plus et 2 enfants en commun. Quel est l'impact fiscal entre un Pacs et un mariage sous le régime le plus favorable? Mon conjoint est gérant de l'entreprise. Nous sommes pacsés avec un testament chez le notaire. En cas de décès, je lui donne tout et réciproquement. Est-ce suffisant? Est-ce que le mariage nous apporterait une plus grande sécurité? Un petit peu répondu tout à l'heure. Mais... Voilà, c'est pour ça, je vais essayer d'aller vite parce que ça reprend un peu tout ce qu'on s'est dit. En gros, là, c'est les différences entre le Pacs et le mariage. Donc, le point commun, c'est la fiscalité qui est identique, pas de droit de succession dans un cas comme dans l'autre. Les différences majeures, c'est donc, le statut d'héritier légal. Le conjoint, quoi qu'il fasse, il est héritier légal. Le partenaire de Pacs sans testament, ce n'est pas le cas. Pension de réversion pour le couple marié, pas pour le couple pacsé. Protection du logement, oui, pour un couple marié, vous avez automatiquement droit au droit viager, qui peut être retiré par testament. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous ne faites rien dans un couple marié, le conjoint peut rester dans le logement résidence principale jusqu'à son décès, ce qui n'est pas le cas pour un couple pacsé. Voilà, donc le Pacs avec testament, c'est déjà une bonne base. Après, c'est sûr que le mariage permet d'adapter un peu plus, d'insérer des clauses supplémentaires pour protéger encore plus. Donc voilà, pour faire vite, c'est bien le Pacs. C'est sûr que le mariage, c'est encore plus protecteur de son conjoint.
Ok. Question 15. Nous sommes pacsés et avons différents biens en commun. Une SCI, une société familiale SARL, une maison à titre personnel. Mon mari est une entreprise en nom propre. Comment léguer nos biens à nos enfants en payant un minimum de frais? Si accident, sommes-nous protégés? Donc Pour là, c'est Pierre. compléter un petit peu le propos de Claire-Léa, on tourne un petit peu toujours sur les mêmes sujets, mais là en réalité il y a une double question. C'est pour le leg, c'est-à-dire pour transmettre les biens aux enfants en payant un minimum de frais. Alors le payer un minimum de frais, moi je suis toujours perplexe parce que le minimum ça veut pas forcément dire la même chose pour tout le monde. Payer sans aucun frais, suivant la composition de son patrimoine, c'est souvent impossible. Alors il existe quand même, et même dans le cadre du Pacs, qu'on soit pacsé ou marié d'ailleurs, ça ne change rien au fait que les héritiers ont des abattements qui sont prévus par la loi. Donc dans la limite de ces abattements, on peut très bien transmettre en pleine propriété ou en démembrement, un point qu'a évoqué Claire-Léa au tout début de notre propos. Ce démembrement, on peut très bien donner, par exemple, alors suivant l'âge des parents au moment de la donation, on peut faire des donations qui sont particulièrement intéressantes. Et c'est d'autant plus vrai avec les éléments là qui nous sont donnés qu'en présence de société, on peut faire des démembrements assez facilement, les prévoir. On a des mécaniques qui sont assez avantageuses. On a même des outils fiscaux, je pense notamment pour la société familiale SARL, plutôt sur le volet entreprise, je dirais, à activité professionnelle, ce qu'on appelle les pactes du Treuil, qui sont des outils qui peuvent être utilisés, mais avec chaque fois qu'on a des outils qui permettent justement d'avoir soit des abattements, soit des exonérations, il y a un certain nombre de conditions. Donc là, le propos, on ne pourra pas le développer trop, mais des outils, il y en a, je dirais principalement pour limiter la charge au moment de la transmission. Typiquement, on a les outils du démembrement, on a les outils des engagements de conservation, type pacte du Treuil, ce type d'activité. On a aussi le fait d'anticiper ces donations, c'est-à-dire que plus on va les commencer tôt, et notamment en démembrement, plus les abattements vont être élevés. Il y a l'abattement des 100 000 euros par parent, par enfant. Il y a aussi un point qu'on va voir rapidement, donc je le purgerai maintenant, ce qu'on appelle des donations transgénérationnelles qui permettent aussi de sauter un étage. C'est-à-dire que les grands-parents donnent aux enfants directement. Donc ça permet aussi d'utiliser des fois des leviers pour faire ça. Donc voilà, il y a plein d'outils qui existent. Il y a des fiducies, il y a l'assurance vie qu'on a évoqué aussi, qui est quand même, si elle est bien maîtrisée, c'est pas qu'on veuille absolument insister sur cet outil, mais c'est vrai que c'est malgré tout, suivant la composition de son patrimoine, des fois c'est un outil qui est assez redoutable parce que suivant l'âge auquel on fait la composition de cette assurance vie et comment on la déboucle, vous savez ou vous savez pas, peut-être que vous en avez, il y a effectivement un régime fiscal extrêmement favorable à aujourd'hui, et notamment en cas de transmission, on retient finalement très peu de la valeur de ces assurances vie, notamment en termes de primes, dans le cadre de la succession ou de transmission. Donc c'est encore une fois, tous les outils peuvent être mutualisés en fonction du patrimoine. C'est difficile de faire un catalogue. Pour répondre en revanche sur la question de en cas d'accident, sommes-nous protégés? Attention, un PACS, ça veut tout dire et rien dire. Encore une fois, Claire-Léa l'a dit tout à l'heure et je réinsiste là-dessus aussi parce que il y a ce qu'on appelle les PACS séparatistes. C'est le PACS de principe, je dirais, à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on se PACS mais avec des séparations de patrimoine. Grosso modo, si on nommait la question purement civile du mariage, c'est comme si vous aviez fait un mariage sous séparation de biens. Allez, à peu de choses près, on va être dans la même mécanique, notamment au plan fiscal, sorti de certains sujets. Mais du coup, la protection dans le cadre de cette séparation de biens, finalement, on retombe dans les sujets qu'on a évoqués tout à l'heure quand on a parlé de la séparation de biens. Il y a la protection, tout dépend ce qu'on entend. Si c'est sur le flux, les revenus, ou si c'est la résidence principale ou des biens ou la composition du patrimoine, est-ce qu'on est protégé en cas d'accident? En réalité, avec un PACS séparatiste, pas forcément. On a la possibilité, même étant pacsé, d'opter pour un régime communautaire. C'est-à-dire finalement faire un petit peu la même chose que le régime de communauté réduite aux acquets, voire même de doper ça avec des donations aux derniers vivants. Alors on ne parle pas de donation aux conjoints survivants, puisqu'il n'y a pas de conjoint là pour le coup, mais on peut faire un système de dons au profit du copartenaire de PACS. Donc on a des outils qui permettent de se protéger en cas d'accident de la vie, y compris dans le PACS. Ok. On
on va peut-être prendre une dernière question parce qu'on arrive au terme de l'émission. Et ce que je vous propose, alors à vous deux, est-ce que vous souhaitez, parce que vous connaissez un peu les questions qui suivent, est-ce qu'il y a une question que vous voulez voir abordée en dernier lieu? Est-ce qu'on prend la dernière question qu'on avait décidé de mettre? Et puis après, on répondra, comme je disais au début de l'émission, en direct par mail ou par téléphone à toutes les questions qui n'auront pas été traitées. Faveur à Claire Léa, du coup. Je réfléchis. Il y a ça qui reste encore pas mal de questions fort intéressantes. Bon, on peut prendre la question. Alors, moi, j'ai pas le bon. Ah, voilà, celle-ci, parfait, la 22, très bien. Allez, j'ai transformé le régime Osaka en régime universel. Ai-je fait une erreur? Alors, question rapide, finalement, ça dépend. Comme toujours, parce que si l'objectif c'était de protéger pleinement le conjoint survivant, alors non, c'est pas une erreur, vous avez très bien fait. Au moins, vous transmettez, si vous avez fait une clause d'attribution intégrale, vous transmettez tout votre patrimoine à votre conjoint, donc là, il y a protection maximale. Par contre, là où ça pourrait être une erreur, c'est que du coup, il faut avoir conscience que vos enfants, si vous en avez, du coup, ne recevront rien au premier décès. C'est-à-dire qu'au premier décès, madame décède, monsieur hérite de tout, les enfants n'ont rien, et c'est qu'au décès de monsieur que du coup, les enfants commenceront à hériter. Et comme j'ai dit tout à l'heure, fiscalement, on perd un avantage qui est l'utilisation de l'abattement de 100 000 € au premier décès. C'est-à-dire qu'on va utiliser qu'une seule fois l'abattement au lieu d'utiliser 2 fois parce que j'ai papa et maman. Voilà, donc il n'y a pas de. Voilà, ça se trouve, c'est pas une erreur. Si c'était un souhait, c'est très bien. Ça peut être une erreur fiscalement et ça peut être aussi une grosse erreur si je suis en famille recomposée. Si je suis en famille recomposée, là, oui, là, je pense qu'on peut dire que ça va être compliqué du coup avec les beaux enfants en fonction de qui va décéder en premier. Voilà. Parfait. Bon, bah écoutez, merci à tous. Vous allez recevoir un mail, là, je vois dans le chat, il demande un mail de remerciement avec le questionnaire de satisfaction que je vous remercie de remplir si vous avez 30 secondes. Et inclus dans ce mail, vous aurez le replay de l'émission. Et comme promis, nos intervenants répondront aux questions qui n'auront pas été traitées ce matin ou dans le chat, ou celles qui ont été envoyées dans le formulaire. Voilà. Merci à tous et bonne journée. Merci à tous. Merci, bonne journée. bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.